1978, dernier jour de l'année. J'étais de retour en France, à Paris, et je me promenais sur les quais de la Seine. À la hauteur de l'ancienne gare d'Orsay, j'ai remarqué une toute petite porte en bois. Instinctivement, je l'ai poussée, elle a cédé. Un escalier monumental, 5 étages, une salle de bal, de longs corridors desservant plus de 250 chambres. Le grand hôtel Palais d'Orsay, désaffecté depuis 5 ans. Au mois de février 1979, je suis partie suivre les pas d'un inconnu à Venise. Puis, du 1er au 9 avril, j'ai invité des inconnus à dormir dans mon lit. C'est seulement le 24 avril que j'ai noté dans mon agenda « Hôtel d'Orsay, renoué ». J'y suis retournée, la porte s'est ouverte, j'ai renoué. Sans réel chez moi, je me suis choisi comme abri les vestiges d'une chambre avec vue sur la rue de Lille, tout au bout du couloir du 5e étage, la 501. Je me projetais alors dans l'univers de Bob Wilson. Afin d'imiter ces danseurs derviches, je m'entraînais quotidiennement à tourner sur moi-même dans la salle de bal. La nuit tombée, je m'en allais par peur du noir. Certains soirs, j'emportais le butin saisi lors de ma prospection. Numéro de chambre en métal rouge émaillé, fiche des clients entre 1937 et 1940, message adressé à Odo, homme à tout faire, relevé d'eau et de gaz, agenda dans lesquels il était question de problèmes de clés, de serrures, de fermetures. Sans méthode, je ramassais des cahiers remplis de chiffres, des menus périmés, des objets rouillés qui ne pouvaient plus servir. Je récupérais ces modestes débris, trophées que je rapportais chez moi dans une valise. Je grappillais des souvenirs, et je photographiais cet hôtel abandonné en plein cœur de la ville. J'ai quitté Paris en juillet, et lorsque je suis revenu en septembre, des ouvriers occupaient le rez-de-chaussée. Tranquillement, je les ai salués, j'ai traversé le hall, emprunté l'escalier. Au-dessus, plus personne. J'ai gardé ces habitudes pendant les 2 années suivantes. Moi au dernier étage, les envahisseurs en bas. Ma présence ne semblait pas les intéresser, mais ils se rapprochaient. Un jour, j'ai surpris un architecte au 5e, et j'ai compris qu'aucun étage n'allait plus faire barrage. J'ai alors décidé de dévoiler mon domaine à Yann, Nathalie, Jacques, Gertrude, Jean-Pierre, Cathy, avant de renoncer au grand hôtel d'Orsay. Près de 40 ans plus tard, je suis de retour. Mon ancien territoire est devenu un musée. Dans ce temps suspendu de confinement, de couvre-feu, je marche dans mes pas, parcourant des lieux que j'ai connus à l'époque où déjà ils étaient délaissés, endormis. Fantômes du passé et du présent se superposent. Les ombres des soubrettes et des clients de l'hôtel se confondent avec celles des spectateurs d'œuvres somnolentes, sombres, fantomatiques. Au moulin de la Galette, les raboteurs de parquet et la petite danseuse de 14 ans déjeunent sur l'herbe avec Olympia et discutent encore de l'origine du monde quand, sur les coquelicots, tombe la nuit étoilée. Vincent regarde. Au détour d'un couloir, un skieur solitaire dans une vaste étendue blanche émerge de l'obscurité. C'est Grand Hiver, une peinture monumentale d'Amiette. La conservatrice me révèle que le personnage perdit un jour ses 2 compagnons, ensevelis sous la neige par l'artiste, et que si on retourne la toile, on discerne leurs fantômes au dos du tableau. Odo, comme un signe d'Odo, Odo, monsieur Odo, mon fantôme d'Orsay. À quoi est-ce que je pensais assis sur le lit de la 501 ? Je ne me souviens pas de ce que je faisais de mes journées. J'étais là, en attente de quelque chose. Comme je m'interroge sur les métamorphoses de la chambre 501, je découvre dans des archives, sur un plan du 5e étage de l'hôtel, 2 chambres 502 côte à côte. La 501 s'est évanouie, chambre fantôme d'un hôtel fantôme.